pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. C'est Jean-Pierre Sec pour Rap Elite, dédicace à Kirsch et à Karim. Pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. On dit que la vie des jeunes de la rue est triste, mais qui tu blâmes? J'ai pas besoin de tes larmes et le drame. Ok Jean-Pierre, ça va? Très bien, et toi? Ça va. Tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, donc moi je suis Jean-Pierre Sec, je suis producteur, éditeur, à la tête du label Olmed. Donc voilà, j'ai commencé dans l'industrie au départ comme journaliste, donc un magazine qui s'appelait L'Affiche à l'époque, dont Olivier Cachin était rédacteur en chef. J'ai développé une rubrique qui s'appelait l'Underground parisien, où j'ai révélé, j'ai découvert en tout cas pas mal d'artistes de rap français, de Jams, La Brigade. Voilà. L'idée en fait de cette rubrique, c'était de parler d'une scène intermédiaire. Il y avait les gens qui étaient super connus, qu'on voyait en télé, et il y avait toute la scène underground émergente. Et voilà, mon idée c'était de faire le focus sur ces genres d'artistes qui étaient ils étaient très nombreux à l'époque, quoi. D'accord. Et t'es été aussi à l'origine du label 45 Scientifique. Voilà, c'est ça. Avec Ali, Géraldo et Booba. Est-ce que tu peux revenir sur cette création pour nous? Alors, 45 Scientifique, c'est un label qui se crée parce que le groupe Lunatic souhaite sortir l'album Mauvais Oeil. Aucune major ne souhaite les signer parce qu'ils trouvaient l'album trop dur. Donc rapidement, les gars s'organisent et ils décident de sortir le maxi civilisé. Donc moi, à l'époque, je suis pas dedans. Et après, quand l'idée de l'album se concrétise, à ce moment-là, je rejoins la team et puis on crée la structure et puis on produit l'album. Vous connaissiez de l'époque, c'est-à-dire avant le maxi civilisé? Ouais, on se connaissait d'avant. Ouais, on se connaissait d'avant. Géraldo travaillait déjà avec Ali et Booba. Il les a fait rentrer déjà dans Time Bomb, mais travaillait déjà avant avec eux. Et moi, je connaissais Géraldo déjà de Time Bomb, et puis Ali Booba aussi depuis très longtemps. Voilà. D'accord. D'ailleurs, avec l'album Mauvais Oeil, vous avez fait un disque d'or. Ouais. En indépendant. Tu peux nous expliquer grâce à quelle stratégie marketing et de communication vous avez pu faire votre disque d'or en indépendant? Déjà, le point de départ, c'était vraiment l'album, parce que c'était un album de qualité. C'était un album qui était très attendu. C'était les derniers en fait de cette génération Time Bomb qui sortait, donc il y avait une grosse attente au niveau de la base autour de ça. Ensuite, après, c'est vraiment un travail stratégique, quoi. C'est-à-dire que moi, je venais de la presse, donc je savais un peu comment prendre les pages de pub dans les magazines. Donc voilà, il y a les histoires de cahiers, pages à droite, etc. Tout le travail d'iconographie. Des 4x3 dans le métro. Ensuite, après, quand on s'est rendu compte qu'on vendait essentiellement sur Paris, on a fait tout un travail de terrain au niveau de la province avec les radios blacklist, etc. Et voilà, on a mis en place toute une... Et surtout le site internet aussi. On est en 99, internet n'est pas très développé. Nous, on a tout de suite vu ça comme un outil de communication. Donc, on savait qu'on communiquerait énormément avec ça, avec le site. Donc on proposait du contenu gratuit, que ce soit des sons, des vidéos, toutes les infos, etc. Donc on avait une fanbase qui était importante et qui était informée très rapidement. D'accord. Même si le trafic internet est explosé aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce type de stratégie est caduque aujourd'hui, c'est-à-dire passer par l'affiche 4x3 dans le métro, passer par les radios de Provence, etc. Ou bien ça peut toujours le faire? Non, ce qui était valable à l'époque ne l'est pas aujourd'hui. Tout ce qui est développé en fait pratiquement chaque 6 mois tombe aux oubliettes parce que ça avance trop vite et non, aujourd'hui ce qui est important c'est plus vraiment déjà de la qualité artistique pour se distinguer. Ça c'est un truc sur lequel il faut revenir à l'essentiel, vraiment faire des titres forts, des titres où il se passe quelque chose à l'intérieur. Quand je dis il se passe quelque chose, c'est pas forcément du lyrics conscient ou des choses comme ça, mais un vrai travail de morceau. Ça laisse pas indifférent l'auditeur. Ouais, c'est ça qui est important. Et voilà, moi je me rappelle d'une époque où les gens passaient quand même pas mal de temps sur un titre. Et aujourd'hui, le fait d'aller vite, ou voilà, des mythes d'artistes comme, je sais pas, Jay-Z ou d'autres gens qui disent moi j'écris dans ma tête, et donc du coup plein de gens qui veulent écrire dans leur tête, l'utilisation du BlackBerry et tout ça, ça marche quand t'es déjà calé sur tes fondamentaux et que tu as déjà une expérience et que tu es bien rodé. Mais pour un artiste débutant, de commencer directement comme des gens qui ont déjà de la bouteille, ça crée un décalage, quoi. Ça le fait pas trop, quoi. Non. Donc déjà pour toi c'est
primo la qualité artistique. Ouais. Et derrière, c'est une grosse aujourd'hui. Comment tu te prendrais toi pour développer pas forcément un artiste, mais développer la stratégie autour d'un album? Pour moi, il n'y a pas de vérité générale, parce que le travail d'un artiste, on part de ses qualités et on construit les choses autour des qualités de l'artiste en question. Alors après, il y en a qui sont freestyle, il y en a qui sont quotients, il y en a qui se montent, il y en a qui se montent pas, etc. Il faut vraiment bien connaître son artiste. Et à partir du moment où on connaît son artiste, on bâtit les choses à travers ça. Mais par contre, le dénominateur commun à chaque fois sur tout travail, c'est vraiment de partir de vraiment la qualité artistique. Et après, autour de ça, voir sur quoi on peut focus, grossir, etc. Marketing, c'est simple en fait, hein, c'est juste le bon produit au bon moment, quoi. C'est une question de produit et de timing, quoi. D'accord. Pour revenir à l'actualité, hasard de l'actualité, Ouais. Booba a récemment taclé Laurent Bounot sur Instagram, le directeur des programmes de Skyrock. Il écrit « Quand allez-vous arrêter de sucer et de laisser des imposteurs exploiter votre culture » par rapport au livre que Laurent Bounot a écrit sur la culture rap. Donc est-ce que toi tu penses que Laurent Bounot il est légitime dans sa position de directeur des programmes de Skyrock d'écrire un livre sur le rap, selon toi? Sur un certain type de rap. S'il donne son point de vue en tant que programmateur radio sur une industrie et sur le côté single, etc. Ça, voilà. Mais après, le rap, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. Qui dépasse il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui dans la scène rap de rap français, tout simplement, qui dépassent largement cette limite-là. Donc après, tout est une question d'approche. Moi, effectivement, tu vois, j'ai pas lu le bouquin. Donc je sais pas quelle a été son approche, mais après pour parler, mais il le dit lui-même, hein, de toute façon, hein, que lui il prend en considération qu'un certain type de rap. Il le prend pas dans sa globalité. C'est-à-dire que pour toi, le rap qui est pas diffusé sur sa radio, il peut pas forcément en parler, étant donné qu'il ne maîtrise pas oui, par définition. Il le maîtrise pas et puis ça l'intéresse pas surtout, il l'a toujours dit. Donc, mais c'est d'ailleurs pas un problème non plus, hein, c'est pas un souci. Mais voilà, pour répondre précisément à la question, si c'est pour parler des types de rap que lui il passe à sa radio, bah ouais, il est légitime parce que c'est sa radio et il donne son point de vue avec un focus spécial là-dessus, d'accord. Mais sur la globalité du rap français dans toute sa diversité, non, là c'est pas son domaine. D'ailleurs, à l'époque, pour l'album Mauvais Oeil, vous avez refusé un Planète Rap, il me semble. Voilà, c'est ça. Parce que certains lyrics étaient jugés trop communautaires et violents. Une phase sur les CRS que Booba avait écrit. Est-ce qu'avec le recul, tu penses qu'il avait eu raison de déclarer que ses propos étaient un peu trop communautaires ou trop violents? C'est-à-dire que oui, ce type d'album n'avait pas sa place forcément dans ce type de contexte-là, dans sa radio, etc. Non, moi je pense que l'histoire a prouvé qu'il a eu tort de ne pas jouer le jeu. Parce que déjà, c'était pas communautaire puisque l'album s'est soldé par un disque d'or. C'est un album qui est mythique, qui a marqué vraiment l'histoire du rap français, qui est devenu un classique. Booba fait partie des artistes qui ont clairement marqué le rap français aujourd'hui. Donc il a eu tort de ne pas avoir joué le jeu. Après, si la raison, c'est vraiment une phrase dans un morceau, c'est un album complet, il y a plusieurs titres, il y a d'autres morceaux qui auraient pu être joués. Oui. Ce titre-là, il aurait pu être censuré, être joué tout en étant censuré comme ça existe aux États-Unis. Donc, quelle que soit la façon dont on prend le problème, entre guillemets, c'est une erreur. Lui, il dit qu'il en a joué des titres. Il a joué Le son qui met la pression, Pas de temps pour les regrets et La lettre. Ouais, après, si on rentre sur des termes un peu techniques, il a joué en manuel, c'est-à-dire des tests. C'est joué en aléatoire, mais c'est pas de la playlist. Voilà, c'est pas je rentre les titres et je les bastonne. Donc c'est pour ça qu'au-delà de refuser le Planète Rap, ce qu'il a refusé, c'est vraiment de jouer le jeu par rapport à ça. Mais de toute façon, il peut pas non plus dire on n'a pas joué le jeu à cause d'une phrase et dire de l'autre côté on a rentré 3 titres en programmation. C'est où il a rentré 3 titres en programmation, on les a pas rentrés. D'accord. Et pourquoi, selon toi, il a pas joué le jeu par rapport à cet album-là? Est-ce qu'il y avait des raisons autres que le fait que les paroles soient trop communautaires ou trop violentes? Il y avait peut-être d'autres raisons. Je sais que Cool Chain, par exemple, a été dire que l'album n'était pas terrible. Donc peut-être que si lui il considère que Cool Chain est prescripteur,
Ça a peut-être influé sa décision, j'en sais rien. Mais après, il a peut-être effectivement trouvé que l'album était trop dur. Et c'était une époque où effectivement, c'était plus voilà, des gros singles radio avec des refrains calibrés, etc. Des morceaux beaucoup plus formatés. Donc peut-être qu'il ne s'y retrouvait pas non plus là-dessus. Je pense que c'est lié à ça. Il n'a peut-être pas compris justement. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du rap dans sa globalité. Il n'a peut-être pas compris aussi que cet album était était vraiment en phase avec sa société. C'est-à-dire que peut-être que lui, selon toi, n'a pas vu de single adapté à sa radio dans cet album-là. C'est sûr. Et selon toi, est-ce qu'il y en avait? Pas forcément adapté à sa radio, mais adapté à une playlist pour radio rap. Il y a... c'était pas un album, il n'y avait pas de titre single, tu vois, au sens voilà, marketing du terme. Maintenant, il y avait des hitbangers, ce qu'on appelle des hitbangers, donc c'est des morceaux qui tombent graves dans la street, etc. Mais cet album-là, il était tellement important que c'était quand même difficile de passer à côté. Si on en reparle, tu vois, justement 15 ans après, que lui, il y revient largement apparemment dans son livre et qu'on a ce sujet, qu'on débat là-dessus encore, c'est que c'était un album qui était important. Donc là, la question, c'est même pas une question de single ou pas single. Il y avait des titres qui pouvaient jouer, mais c'est un album important à côté duquel il ne pouvait pas passer. Après, il est complètement passé à côté de cet album-là. Il n'y avait pas de souci, hein. Nous, ça ne nous a pas plus dérangé que ça. On savait qu'on n'aurait pas Skyrock dès le départ. Donc on a plus fait le rendez-vous parce que c'était important de le présenter, parce que si on ne l'avait pas fait, on nous l'aurait reproché. On nous aurait dit oui, mais t'as joué le jeu. On a joué le jeu, on s'est fait recaler, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est problématique, c'est que quand tu arrives sur le deuxième album, donc quand je dis deuxième album, c'est donc l'album solo de Booba, Temps mort, et qu'il ne le joue pas, alors que l'album précédent, il est disque d'or, c'est là où tu te dis, c'est la double peine en fait. Et lui, il dit qu'il a joué Destiné une fois que l'album est sorti et que grâce à cette diffusion-là, l'album il est passé de 60 000 ventes à 100 000 ventes. Non. L'album était déjà disque d'or. Après, il a rentré le titre Destiné. Donc après les 100 000. Ah oui, après les 100 000. De toute façon, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit le disque d'or de Lunatic ou le double disque d'or de Temps mort, c'est des scores qu'on a fait sans Skyrock. Donc aujourd'hui... Skyrock n'a pas eu d'influence sur l'obtention de ces disques d'or, selon toi? Non, puisqu'il a refusé de jouer le jeu à l'époque. Donc ces albums-là, ils ont cartonné sans lui. Et donc Booba s'est fait sans Skyrock. Ça, c'est clair. D'accord. Et à l'époque, il avait dit, à propos de l'album de Booba, qu'il faisait du rap de village. Il vous aurait dit ça à toi et à Géraldo, en face à face, il me semble, dans son bureau. Par rap de village, toi, tu vois quelle connotation derrière? Communautaire ou tu vois plus profond que ça? C'est plus profond que ça. Déjà, c'est pas communautaire dans le sens où, effectivement, quand on fait 100 000 albums, c'est pas communautaire. Un disque d'or, c'est certifié, c'est une remise de prix. S'il dit que même si tu fais 100 000 albums, lui il parle à des millions d'éditeurs. Ouais, mais il n'y a pas de... le nombre d'artistes, même à l'époque, qui faisaient disque d'or, on pouvait les compter sur les doigts d'une main. D'accord. Donc l'argument ne tient pas. Même si l'argument tient pas. Si tu diffuses pour des millions d'auditeurs, un 100 000, c'est quand même quelque chose dans la musique. Bien sûr. Bien sûr. Et à tel point d'ailleurs qu'ils ont été obligés de réduire le quota de nombre d'albums à vendre pour faire disque d'or. On est passé de 100 000 à 50 000. Donc l'argument de dire je m'adresse à des millions d'auditeurs et votre discours il est communautaire parce que vous faites 100 000. Donc, et pour en revenir au terme rap de village, pour toi c'était pas une connotation parce que c'est l'album serait trop communautaire, c'est plus profond que ça, c'est ce que tu me disais? Non, l'album, il peut pas dire ça de toute façon, puisque on sort d'un 100 000 avec Lunatic, tout le monde savait qu'on avait des grosses ambitions sur le solo de Booba, il y avait une énorme attente autour de cet album-là. Comment un programmateur de radio peut se permettre de refuser de jouer un album juste sur cette base-là? Ça tient pas la route. L'album, voilà, aujourd'hui, Temps mort, c'est un classique. Donc c'est quoi le souci, rap de village? Nous, ce qui nous a dérangé dans le terme rap de village, c'est tout simplement que on est de Renoir, on est assez en face d'un programmateur qui nous dit vous faites du rap de village, c'est une connotation tout simplement raciste, ça nous dérange, ça nous énerve, on est obligé de s'emporter. Parce que là, on sort du cadre d'une discussion professionnelle. Et s'il avait dit vous faites du rap de cité, t'aurais pris ça de la même façon? Oui, mais je dis le rap, de toute façon, c'est un truc de cité, c'est un truc urbain, c'est un truc...
Parce qu'on parle de banlieue, de cité ou quoi, ok, mais que ce soit à Paris ou que ce soit en banlieue, c'est pareil. C'était pas du tout une boutade, c'était sérieux quand il dit ça. Quand tu nous as dit du rap de village, Voilà. bah, nous après, tu sais, au bout d'un moment, tu cherches pas à comprendre non plus. Ah mais sur le moment, dans ton ressenti, tu prends pas ça comme une blague. Il est vraiment sérieux. Ah non, mais il le dit pas comme une blague. C'est vraiment rap Ah de non, village. ça rigolait pas à ce moment-là. Et vous, comment vous avez réagi à ce moment-là? Bah, c'était fin des discussions. On a dit là, ça va trop loin. On a dit attends, on sort d'un disque d'or, tu sais très bien qu'on a des grosses ambitions. Il nous a dit en fait, c'est du rap de village, vous en vendrez 10 000. Donc on a dit tu verras, déjà on va faire disque d'or avec cet album, et tu verras que c'est un album qui va être important. Maintenant on le fera sans toi, il n'y a pas de problème, on l'a déjà fait avant, on continuera encore. Voilà comment ça s'est passé, puis après on est parti, on était énervé, et puis il est resté sur ses positions. Mais comment ça se fait que Disney ait été joué sur Skyrock, étant donné que vous aviez des frictions avec la radio? Destiné en fait a été joué à la fin de... C'est sur la réédition. Sur la réédition, donc il y a le morceau Destiné. Et c'est à ce moment-là qu'il joue le titre. Nous, il y avait déjà des dissensions en interne. Et donc voilà, effectivement, je pense qu'il a dû rentrer aussi le titre, et parce qu'il était plus calibré avec la chanteuse, et aussi parce que pour, entre guillemets, essayer d'accélérer une fracture qui était déjà naissante. Des dissensions entre... En Booba interne, d'un côté entre nous, ouais. Et toi, Géraldo et Ali, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Booba, après ça, il quitte le label. Mm-hmm. Tu peux nous expliquer pourquoi il a quitté le label? Il y avait trop de divergences. On n'arrivait plus à travailler ensemble. Donc à ce moment-là, il quitte le label et c'est quelque chose qui vient naturellement en fait, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas un truc brutal, c'est un truc qui se fait dans le temps. Il y a une usure des parties en fait, tout simplement. Et donc à un moment, ben voilà, la relation est consommée. Parce que lui, il va plus loin, il dit il était hors de question que je continue à travailler avec 45 scientifiques, il y avait des trucs suspects, je savais qu'ils avaient parlé sur nous, qu'ils n'étaient pas corrects. Donc c'est... Tu vois, on va un peu plus loin, c'est-à-dire que vous n'auriez pas été correct au niveau du business. Bah ça déjà, je vais même pas répondre là-dessus parce que bien sûr que c'était correct. Tu vois, on n'a jamais détourné de l'argent ou volé de l'argent ou fait des trucs pareils. Par rapport au business, tu penses qu'il parle de quoi, lui? Non, après, il avait... pas de l'ordre de l'humain. Il dit, déjà, premièrement, il ne s'entendait pas trop avec Ali au niveau artistique de la chose. Ils n'avaient pas la même vision du rap. Mais de l'autre côté, par rapport à toi et à Géraldo, c'était le business. Donc, après, tu sais, le 45, ça a pris une telle ampleur que c'était devenu tellement énorme, et en même temps avec tout ce que ça peut générer d'envie et de jalousie. Donc après ça part dans tous les sens, on connaît bien ce genre de phénomène. Donc tu as des gens qui viennent, qui racontent, ou c'est interprété d'une façon, ou etc., etc. Voilà, je pense que c'est surtout moi quand je fais le bilan vraiment de tout ça, c'est un moment où voilà, la relation a été tout simplement consommée, et après tout ce qui peut être avancé, ce sont que pour moi des prétextes, tout simplement, tu vois. C'était juste, on pouvait plus continuer, c'est la fin de l'aventure. Ça se résume pas à un point précis ou à un événement précis, tu vois. C'est vraiment un ensemble de choses. C'est énormément de paramètres, de l'interprétation, un point de vue aussi sur les choses, parce que tu vois, au départ, quand tu commences une aventure, tout le monde est à peu près synchro. Après, quand tu as le succès qui arrive, les discours changent, les points de vue changent de tous. Et c'était lié tout simplement au succès, au niveau qu'on avait atteint à ce moment-là, quoi. Quand tu produis, et qu'en plus tu atteins certains résultats, que tu obtiens certains résultats, il y a forcément ou des polémiques, ou de la suspicion, ou des choses qui sont mal interprétées, ou du quiproquo, ou n'importe quoi. Tu vois, voilà, il y a Booba on sort d'un disque d'or avec Lunatic, on sait que le titre il va être fort, il est sur un album important de Rof, c'est en major, on propose 500 €. Et donc, moi j'ai vu Rof aussi au téléphone, on en avait discuté et tout ça. Donc le morceau il se fait pas, c'est juste dommage, quoi, tu vois. C'est-à-dire que quand tu discutes de ça avec Rof au téléphone, il est pas forcément énervé, plutôt déçu, quoi, c'est ça? Ouais, et tout le monde est déçu de se dire voilà, on trouve pas de terrain d'entente. Mais il y a pas de froid Non, il y a pas de froid à ce moment-là. On voit de plus en plus de gens qui s'autoproclament avoir fait des classiques, etc. Et le fait de l'autoproclamer ne transforme pas d'un coup de baguette magique le morceau ou le clip en classique. Texto Z là
J'aime voir des CRS morts, dégoûtés comme vous allez vous calmer avec votre petit ton de garde à vue, les mecs, là. Les histoires de Application, là t'es en GAB, là. GAB rappelé. Non, en fait, je la sape Talmia, je rappe pour les miens. À chaque mot, ça pleut ascenseur. Non, rap, c'est pour tous ceux qui habitent au 15e sans ascenseur.